Dans la ville de Mansfield, Ohio, avec une population d'environ 50 000 personnes, vivait Jack Boyle, un ostéopathe prospère. Grâce à son professionnalisme, il avait établi l'un des cabinets les plus réputés de l'État. Un habitant sur 13 de la ville consultait le docteur Boyle. Au moment des événements décrits, Jack et sa femme Noreen étaient pourtant mariés depuis plus de 2 décennies. Ils avaient 2 enfants, leur fils Collier et Elizabeth, qu'ils avaient récemment adoptés de Taïwan. Noreen Schmidt a grandi dans une simple famille ouvrière à Philadelphie. Elle travaillait comme hygiéniste dentaire et soutenait son mari pendant ses études de médecine. Après l'arrivée des enfants, elle s'est consacrée à la gestion du foyer. Grâce à la carrière réussie de Jack, la famille vivait dans l'aisance. Cependant, derrière la façade de prospérité se cachait une toute autre image. Le docteur Boyle avait un caractère difficile. Il traitait sa femme avec irrespect et négligeait les liens familiaux. Jack avait une faiblesse particulière pour les femmes et menait une double vie. Noreen a enduré cette situation pendant des années et a essayé de maintenir la famille unie pour les enfants. Mais parfois, même les personnes les plus sournoises, capables de cacher leur vraie nature, sont impuissantes face aux tournures inattendues du destin, particulièrement lorsque leurs secrets sont révélés au grand jour. L'épouse devait s'accommoder de cette situation, car toute objection rencontrait une forte résistance. Le docteur Boyle avait un caractère dominateur et n'acceptait aucune critique à son égard. Son fils Collier en a fait l'expérience personnelle. L'épouse essayait de maintenir la famille unie pour les enfants, bien que le comportement de son mari devienne de plus en plus provoquant. La situation a atteint son paroxysme lorsque le traitement inapproprié envers le fils est devenu évident. En décembre 1989, après 2 décennies de mariage, Noreen a demandé le divorce. Mais Jack ne voulait pas perdre sa vie de famille. Dans une tentative de sauver le mariage, il a planifié un déménagement à Very, Pennsylvanie, une ville d'environ 100 000 habitants. Il était prévu de déplacer non seulement la famille, mais aussi le cabinet médical. Le nouveau lieu était situé à environ 3 heures de route de leur maison à Mansfield. Mi-décembre 1989, Jack s'y rendait souvent sous divers prétextes. Ses efforts pour convaincre sa femme d'un nouveau départ n'ont cependant pas été fructueux. La réalité était loin de ses attentes. La seule chose qu'il a pu obtenir était de persuader Noreen de rester jusqu'après le Nouvel An et de reporter la décision concernant les affaires familiales après les fêtes. Toute la famille a célébré le Nouvel An 1990 à Mansfield. Les époux, leurs enfants et la mère de Jack, Christina, s'étaient réunis. Il lui a demandé de s'occuper des enfants car il prévoyait un voyage après minuit, quand tout le monde dormirait. Célébrer le Nouvel An dans l'ancienne maison ne semblait pas un bon choix. Mais Noreen a accepté pour les enfants. Comme prévu, une dispute a éclaté entre les époux pendant la soirée festive. La fille cadette ne comprenait pas tout à fait la situation, tandis que le fils aîné semblait troublé. Christina l'a mis au lit. Juste avant de s'endormir, il a soudainement entendu un cri perçant de femme et 2 coups forts contre le mur. Puis, le silence est tombé. Le garçon avait tellement peur qu'il a fait semblant de dormir et était resté ainsi jusqu'au matin. Le matin du 1er janvier, le fils a quitté la chambre lorsque tout est devenu calme dans la maison. Il a cherché dans toutes les pièces, mais n'a trouvé sa mère nulle part. Le docteur Boyle semblait ne pas s'être couché du tout. Lorsque le fils a demandé à son père où était sa mère, celui-ci a répondu qu'elle était partie après la dispute. Il a assuré qu'elle reviendrait bientôt et grand-mère Christina a confirmé ses paroles. Mais les jours passaient et Noreen ne réapparaissait pas. Shelly, l'amie proche de Noreen, qui maintenait un contact étroit avec elle particulièrement ces derniers temps en raison des problèmes familiaux,
a immédiatement douté de la version du départ volontaire. Elles devaient se rencontrer début janvier pour déjeuner et avoir une conversation importante. Mais cela n'a pas eu lieu. Quand Noreen n'est pas venue au rendez-vous, son amie est devenue inquiète et a senti que quelque chose n'allait pas. Un tel comportement ne correspondait pas du tout au caractère de Noreen, d'autant plus que cette rencontre était extrêmement importante. Elle devait discuter de plans sérieux. Shelley répétait sans cesse que son amie ne partirait jamais comme ça et ne laisserait jamais ses petits. Avec ces pensées, elle est allée à la police et a signalé la disparition de Noreen. Les forces de l'ordre ont commencé avec les phrases habituelles sur la nécessité d'attendre 72 heures et sur le fait qu'un adulte avait le droit d'aller quelque part sans rendre de compte. Mais la situation était particulière. Il s'agissait d'une mère attentionnée qui ne pouvait pas abandonner ses enfants. Cependant, ils n'ont pas réussi à convaincre la police de commencer les recherches. Finalement, c'est le jeune Collier qui a pris l'annuaire, cherché le numéro du commissariat et signalé l'étrange absence de sa mère. Ce n'est qu'alors que les agents ont réagi et sont venus à la maison de la famille Boyle. Lorsque le lieutenant David Mesmer est venu pour la première fois dans leur maison, il a été frappé par le regard apeuré de Collier. Dans les yeux du garçon, on pouvait lire une supplication muette pour de l'aide. Une conversation avec lui n'était pas possible, mais on voyait clairement comme il tremblait à l'apparition de son père. Quand Jack a demandé au policier la source de l'appel, l'enquêteur a décidé de ne pas révéler la vérité et a dit que quelqu'un de la famille de Noreen avait appelé. Malgré tous les signes inquiétants, les agents ont cru les paroles du respecté Dr Boyle, selon lesquelles sa femme était simplement partie après une dispute. Tout le monde a accepté cette histoire, sauf David Mesmer, qui trouvait le comportement du docteur suspect. Après que Noreen a été signalée disparue, des semaines se sont écoulées. David Mesmer doutait depuis le début de la crédibilité de cette version. Les gens connaissaient Noreen comme une mère attentive et aimante qui n'abandonnerait jamais ses enfants. Après des conversations avec les proches de la disparue, les agents se sont mis en route pour examiner la maison des Boyle à Mansfield. Ils ont minutieusement examiné toutes les pièces, mais n'ont rien trouvé d'inhabituel. Aucun signe d'incident n'a pu être trouvé. Cependant, pendant cette visite, David a réussi à parler avec Collier. Le garçon a raconté en détail ce qu'il avait entendu la nuit du Nouvel An, y compris un étrange cri féminin et un coup contre le mur. Le lieutenant a acquis la ferme conviction que le docteur Boyle était impliqué dans la mystérieuse disparition de sa femme. La jeune sœur de Collier, alors très petite, avait peut-être vu quelque chose d'important. Elle a raconté aux policiers qu'elle avait vu son beau-père se comporter étrangement envers sa mère, après quoi celle-ci était allongée sur le sol, enveloppée comme un bonhomme de neige. Cependant, en raison de son jeune âge, ces déclarations n'ont pas été prises en compte dans l'enquête. Néanmoins, il y avait de nombreuses incohérences dans le comportement du médecin. Peu après la disparition de son épouse, une nouvelle résidente a emménagé dans leur maison, Sherry Campbell, qui était enceinte. Le docteur a affirmé qu'il ne l'avait rencontrée qu'après la disparition de sa femme et que l'enfant attendu n'avait rien à voir avec lui. Il a raconté à tous qu'il avait simplement eu de la compassion pour la future mère célibataire et lui avait offert un toit. Selon le docteur, son mariage était brisé depuis longtemps. Il prévoyait de se séparer officiellement de sa femme dès qu'elle réapparaîtrait, mais elle n'est pas revenue, ce qui inquiétait beaucoup Collier. Dans des conversations avec les proches de la disparue, David Mesmer a révélé des détails intéressants sur la vie privée du docteur Boyle. Il s'est avéré que sa relation avec Sherry Campbell avait commencé bien plus tôt qu'il ne l'avait admis. Il y avait des suppositions selon lesquelles il était le père de l'enfant qu'elle attendait. Noreen n'avait toujours pas été retrouvée, et la théorie de son départ volontaire devenait de plus en plus improbable. Depuis plusieurs semaines, il n'y avait aucune activité, pas d'achat,
Pas d'utilisation de carte bancaire, pas de communication avec la famille ou les enfants. Le lieutenant Messmer rencontrait de la résistance dans son travail. Ses collègues avaient tendance à croire les paroles du respecté Dr Jack Boyle. Cependant, en examinant la maison et les événements des derniers jours avant la disparition de Noreen, David Messmer découvrit un fait remarquable. Selon des témoins, lors de l'achat du nouvel appartement, Noreen se trouvait à Mansfield. La rencontre avec l'agent immobilier confirma les soupçons de l'enquêteur. Avec Jack se trouvait Sherry, qui avait utilisé les documents de Noreen. Ce cas de fraude offrit l'occasion d'une conversation avec la nouvelle compagne enceinte du docteur. Elle connaissait les liaisons que Noreen avait endurées pendant des années. Selon Sherry, c'était elle qui devait être la dernière goutte poussant Noreen à quitter la famille. La nouvelle élue ne doutait pas de l'innocence de Jack dans la disparition. Elle affirmait que leur relation n'avait commencé qu'après la disparition de l'épouse, ce qui contredisait clairement les faits. Une aide inattendue dans l'enquête vint d'un bijoutier qui demanda urgemment une rencontre. Par peur de rester près de son père, le jeune homme fouilla un jour la boîte à gants de la voiture où il trouva une photo de Sherry prise peu avant les fêtes du Nouvel An. Cette photo put être transmise à David Messmore. En arrière-plan, on voyait la nouvelle maison à Erie, que les enquêteurs voulaient visiter, mais le docteur Boyle refusait l'inspection du bâtiment. Pour obtenir un mandat de perquisition officiel, il fallait des motifs sérieux. L'enquêteur Messmore n'avait pas suffisamment de preuves. La longue absence de la femme soulevait de plus en plus de questions. Après la découverte d'irrégularités dans l'achat de la maison, les enquêteurs eurent accès aux transactions bancaires de Jack. Il s'avéra qu'il avait fait d'étranges achats pendant la prétendue disparition de sa femme. Entre autres, il avait loué du matériel de construction lourd, acheté beaucoup de produits de nettoyage et acquis du ciment à prise rapide. De plus, Jack faisait souvent le plein à Erie, visitant probablement régulièrement la nouvelle maison. L'attention de l'enquête se concentra désormais sur la propriété récemment acquise. Comme aucune trace n'avait été trouvée dans l'ancienne maison des Boyle, on soupçonna un lien entre la nouvelle maison et l'incident. Un tournant inattendu survint à la veille de l'inspection de la propriété à Erie. Collier contacta l'enquêteur Messmore et l'informa qu'il avait remarqué au doigt de Sherry un bijou qui appartenait à sa mère. Dans une conversation avec son père, il exprima ouvertement ses soupçons et l'accusa d'être impliqué dans la disparition de sa mère. Après cette conversation tendue, Jack proposa d'aller dans l'état voisin le lendemain pour prendre l'air. Lorsque la police arriva dans la nouvelle maison de Jack à Erie, ils remarquèrent d'importants travaux de rénovation. Des travaux actifs étaient en cours à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment. Le propriétaire préparait manifestement l'appartement pour le déménagement de la famille. Les enquêteurs ne s'intéressèrent cependant pas à l'état de la rénovation. L'enquêteur Messmore cherchait tout indice qui pourrait éclairer la disparition de la femme. Le terrain fut examiné particulièrement minutieusement, compte tenu de l'isolement du lieu. La cave attira une attention particulière. Au milieu de la rénovation inachevée, un nouveau tapis lesté de meubles semblait déplacé. Lorsqu'on le retira, un rectangle de béton frais apparut. Cette zone semblait suspecte et la police décida de l'examiner. Après la première dégradation de la surface, une odeur caractéristique apparut. Lorsque la zone fut entièrement dégagée, les enquêteurs trouvèrent ce qu'ils cherchaient. Les criminologues établirent que la personne retrouvée était la disparue Noreen. La nouvelle du destin de Noreen ébranla profondément ses proches, particulièrement son fils Collier. Il était très attaché à sa mère. Elle n'était pas seulement un parent pour lui, mais aussi sa confidente la plus proche. Dans cette situation difficile, il y avait au moins une circonstance favorable. L'enquêteur Messmore put intervenir à temps, et le garçon n'eut pas à aller dans la forêt avec son père,
où une situation dangereuse aurait pu survenir. Collier fut confié au service de protection de la jeunesse. Les parents de la mère vivaient loin, étaient déjà âgés et ne pouvaient pas venir soutenir leur petit-fils. Les parents du père étaient indignés que le garçon exprime des soupçons contre Jack. Tout cela devint un fardeau supplémentaire pour Collier. Lors de l'examen de la scène de crime dans la maison de Very, la police découvrit sur Norin une montre coûteuse qui aida à l'identification. Les proches confirmèrent que la montre lui appartenait. Il était remarquable que l'alliance manquait à sa main. L'enquête devait clarifier les circonstances de l'incident. Selon l'évaluation des experts, tout s'est passé la nuit du Nouvel An. Les enquêteurs interrogèrent tous les témoins possibles, y compris les voisins du couple. Le voisin de la nouvelle maison fournit des informations importantes. Cette nuit-là, il était resté éveillé jusqu'à 4 heures du matin et avait remarqué des activités étranges dans la maison du Dr Boyle à Erie. Jack y était arrivé après 3 heures du matin et transportait de grands sacs. Les enquêteurs supposèrent qu'il pouvait s'agir de terre et de débris de construction provenant des travaux sur le sol en béton. Pendant l'enquête, les enquêteurs parlèrent beaucoup avec le jeune Collier, qui avait pressenti quelque chose à propos de son père depuis le début. Il était remarquable que Sherry portait un bijou ressemblant à la bague disparue. Collier se souvenait bien de ce bijou en raison d'une histoire particulière que sa mère lui avait racontée. C'est pourquoi il le remarqua immédiatement à la main de Sherry. Plus tard, il s'avéra que le Dr Boyle avait effectivement donné cette bague à sa nouvelle connaissance. Quand Sherry l'apprit, elle rompit immédiatement le contact avec lui. Les événements prirent un tournant inquiétant. Selon les enquêteurs, le soir du Nouvel An, lorsque le conflit commença, Jack Boyle demanda à sa mère de s'occuper de Collier. Avant même la fête, le docteur avait parlé d'affaires urgentes à Erie, où il voulait se rendre avec sa femme. La grand-mère et Collier furent involontairement témoins des événements. Plus tard, cependant, la femme défendit son fils et affirma n'avoir rien entendu d'inhabituel et nia les déclarations de son petit-fils. Dans des conversations avec les enquêteurs, Collier rapporta une dispute entre ses parents avant d'aller se coucher. Ils se disputaient bruyamment. Lorsqu'il fut réveillé par du bruit et des coups contre le mur, il entendit un silence effrayant. Dans la mémoire de Collier, resta à jamais gravé le moment où son père se figea dans l'encadrement de la porte et fixa longuement et intensément la chambre. Durant ces minutes, il fit semblant de dormir, sentant intuitivement le danger imminent. Même après des années, ses souvenirs faisaient frissonner Collier. Il pensait souvent à comment les événements auraient pu se dérouler si son père avait su qu'il ne dormait pas à ces moments-là et qu'il était témoin de tout ce qui s'était passé. La version de la disparition volontaire de Noreen semblait absurde à sa famille. Elle était trop raisonnable pour de telles actions irréfléchies. Pourtant, au début, de nombreux policiers crurent aux paroles de Jack. Cette confusion joua un temps en faveur du docteur Boyle, mais finit par se retourner contre lui, tant l'histoire semblait invraisemblable. Ce n'était pas la seule faiblesse dans sa défense, mais il fallut du temps pour découvrir les autres, et beaucoup fut éclairci par le témoignage du jeune témoin. Le docteur avait agi avec beaucoup de précaution. Il avait si minutieusement nettoyé la maison que les experts ne trouvèrent aucune trace de l'incident. Même dans sa voiture, aucune preuve ne fut découverte. Manifestement, il procéda de manière très méthodique. Les événements se développèrent rapidement et tout indiquait une planification minutieuse. En examinant les semaines après la disparition de Noreen, les enquêteurs trouvèrent d'autres preuves indirectes qui n'avaient pu être dissimulées. Par exemple, il avait loué un puissant marteau-piqueur 2 jours avant l'incident. Tout indiquait une préparation minutieuse. Dans les magasins,
l'homme acheta des produits de nettoyage et du ciment à prise rapide. Au même moment, selon le voisin, il commença une étrange activité dans la cave de la maison. Le voisin remarqua comment le futur occupant transportait activement de grands sacs. Il s'avéra qu'environ 1 tonne de béton concassé et de terre fut évacuée de la cave. L'enquête révéla plus tard le véritable objectif de ces travaux. Le Dr Boyle transporta tous les débris de construction avec son pick-up vers un terrain abandonné appartenant à l'oncle de Sherry en dehors de la ville. Le terrain n'était pas utilisé depuis longtemps, c'est pourquoi il y déchargea les débris sans inquiétude. Ce fut l'une de ses rares erreurs. Quand les enquêteurs trouvèrent et examinèrent les débris, ils purent confirmer que le béton provenait effectivement de la cave de Boyle. Les enquêteurs supposèrent que Jack voulait éviter un divorce qui aurait pu lui causer de sérieux problèmes financiers. L'accusation avait rassemblé des preuves solides contre lui, et le témoin principal fut Collier. Le jeune Collier était conscient de l'importance de son témoignage contre son père au tribunal. Selon le procureur, ces témoignages garantiraient pratiquement que Jack irait en prison. Mais pour le jeune témoin, ce fut une dure épreuve. Outre les charges émotionnelles, Collier fut confronté à d'autres difficultés. Il passa sous la tutelle de l'État de l'Ohio, déménageant de famille en famille, dont certaines étaient problématiques. De plus, il fut séparé de sa sœur. À l'école, le jeune Boyle fut harcelé par ses camarades à cause de l'acte de son père. Cela dura environ 1 an, jusqu'à ce qu'il arrive dans une famille d'accueil attentionnée, bien que séparé de sa sœur. Il ne pouvait pas pardonner à son père d'avoir détruit leur famille par ses actions. L'inquiétude constante devint partie intégrante de son quotidien. Néanmoins, il était fermement résolu à obtenir justice pour sa mère. La défense du Dr Boyle avait préparé des arguments de poids. Surtout, les avocats tentèrent de saper la stratégie de l'accusation. Ils pointèrent des violations dans le traitement du témoin principal. Le premier entretien eut lieu en présence de la grand-mère, puis il y eut d'autres rencontres et conversations avec l'enquêteur Messmore. Certains interrogatoires furent menés sans la présence de représentants adultes, ce que l'avocat considéra à juste titre comme une violation. La défense soupçonna également que les enquêteurs auraient pu, lors de ces conversations, pousser vers certaines conclusions sur la culpabilité du père. Le non-respect de procédures importantes pouvait effectivement affaiblir la position de l'accusation. Jack chercha tous les moyens de se justifier. Il persuada même son frère de faire un faux témoignage. Celui-ci accepta et affirma que Noreen l'avait contacté le 2 janvier 1990, bien que cela fût impossible. Lorsqu'elle était encore considérée comme disparue, cela entrava considérablement l'enquête. Plus tard, il s'avéra que ces déclarations étaient fausses. Cependant, le frère du Dr Boyle put échapper à une peine pour faux témoignage. La réputation de Jack en tant qu'ostéopathe prospère aida à maintenir son image positive dans la société. Mis à part sa faiblesse pour les jeunes femmes, les gens voyaient en lui un père de famille digne et un médecin attentif. Dans leur famille, il y avait une fille adoptive, et Jack n'était pas opposé à l'agrandissement de la famille. Sherry Campbell attendait un bébé, et l'enquête confirma la paternité de Jack. Pendant l'enquête, de nombreuses questions surgirent concernant la jeune compagne du docteur. Les enquêteurs se demandèrent si elle avait eu connaissance des plans de son élu, ou même si elle aurait pu l'aider à effacer les traces. Les soupçons s'intensifièrent du fait de sa participation à une transaction immobilière douteuse. L'agent immobilier confirma qu'une jeune dame ressemblant à Sherry était venue avec le Dr Boyle. Cependant, l'enquête ne trouva aucune preuve de l'implication de la jeune femme dans l'incident avec Noreen ou même de sa connaissance des intentions du Dr Boyle. Au tribunal, elle témoigna contre son amant et rompit tout contact avec lui.
les défenseurs du docteur tentèrent de contester chaque accusation. Ils pointèrent des imprécisions dans l'expertise médicale liée à la description des yeux. S'ensuivit une série d'appels qui retardèrent le procès. En conséquence, une enquête supplémentaire dut être menée. Les avocats tentèrent même de prouver que la découverte dans la cave était liée aux précédents occupants de la maison. Mais le nouvel examen confirma l'identité de Noreen et renforça la position de l'accusation. Lorsque les jurés se retirèrent pour délibérer, la tension régnait dans la salle d'audience. Le 6 juillet 1990, le Dr Boyle fut conduit à la prison de l'Ohio. Il fut reconnu coupable du crime prémédité contre son épouse avec circonstances aggravantes. Le tribunal prononça une peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. L'histoire continua à évoluer à travers les appels des défenseurs. En 2010, Jack Boyle déposa une demande de révision du jugement avec possibilité de libération anticipée. D'abord refusée, mais après un nouvel examen, on lui accorda le droit à une libération après 20 ans. Les juristes poursuivirent le combat. Lors des audiences en 2020 concernant une possible libération anticipée, la version des événements de Boyle changea de manière inattendue. Après presque 30 ans à nier toute implication dans l'incident avec son épouse, il décida soudainement de reconnaître une responsabilité partielle. Sa nouvelle histoire parut cependant peu crédible. Il devint évident que c'était une tentative d'atténuer la peine et de quitter l'établissement pénitentiaire. Dans les paroles du Dr Boyle, on ne sentait aucun remords sincère. Dans la nouvelle version, il prétendit avoir accidentellement poussé sa femme pendant une dispute, ce qui l'aurait fait chuter, malheureusement. L'homme évita les explications sur d'autres circonstances qui indiquaient le caractère planifié de l'incident. Finalement, la demande fut rejetée et il resta en détention. La prochaine possibilité de libération anticipée pour Jack sera en octobre 2025. Cependant, son attitude a considérablement changé. Après l'incarcération de Jack, les parents rompirent complètement le contact avec Collier. Les parents de Noreen ne purent pas s'occuper de l'enfant en raison de leur âge avancé. Un couple du Canada l'accueillit dans leur famille. Ils l'entourèrent de chaleur et d'attention. En devenant adulte, Collier changea le nom de famille de son père en Landry. Pendant un temps, il travailla comme mannequin et posa pour des magazines. Plus tard, il trouva sa vocation dans le cinéma et devint un caméraman à succès à Los Angeles. En collaboration avec un réalisateur connu, il créa un documentaire en 2018. Le film raconta l'histoire de sa mère Noreen Boyle et son propre chemin vers la libération du lourd passé. Pendant le tournage, presque 3 décennies après le verdict, Collier rencontra son père en prison. Lors de la rencontre, Jack prétendit que tout s'était passé accidentellement pendant une dispute, lorsque Noreen l'aurait prétendument menacé avec un couteau et qu'il n'avait réagi que par instinct. Collier n'accepta pas cette version, mais put trouver la force de pardonner à son père. Jack, cependant, continue de porter rancune à son fils et ne le reconnaît pas comme faisant partie de sa famille. Dans la pittoresque Nashville, Tennessee, une jeune femme talentueuse nommée Angelia a grandi dans une famille aux profondes traditions religieuses. La nature l'avait dotée d'une voix merveilleuse et d'un esprit vif. Son ambition porta ses fruits. Elle obtint un doctorat en pharmacie. La carrière professionnelle d'Angelia se développa avec succès. Grâce à sa diligence, elle put s'offrir sa propre maison et profiter d'une vie confortable. Le destin la surprit en l'an 2001. Elle rencontra une vieille connaissance de ses années d'école. Cet homme était Aaron Solomon, un présentateur sportif charismatique. Son charisme fit une profonde impression sur Angelia. Leurs rencontres devinrent régulières, et bientôt Angelia découvrit qu'elle était enceinte. En l'an 2002,
son fils Grant vint au monde. Aaron lui fit sa demande en mariage, mais Angelia hésita. Leur relation était ambivalente à ce moment-là. Elle envisagea sérieusement d'élever l'enfant seule. Les parents d'Angelia, qui avaient trop des convictions religieuses strictes, lui conseillèrent vivement de fonder une famille traditionnelle. Après mûre réflexion, elle accepta la demande d'Aaron. Au début, la vie familiale se déroulait harmonieusement. Le mari prenait soin de sa femme et de son fils. 4 ans plus tard, en octobre 2006, la famille s'agrandit. La petite Gracie naquit. Grant, qui avait alors 4 ans, assuma avec une joie sincère le rôle de grand frère. Il était constamment auprès de sa sœur et aidait sa mère à s'occuper d'elle. À cet âge, le garçon se passionna également pour le baseball, obtint des succès impressionnants dans l'équipe scolaire et devint l'un des élèves les plus remarquables. Cependant, après la naissance de leur fille, l'atmosphère familiale changea. Aaron commença à manifester une domination excessive et tenta de contrôler totalement la vie de sa femme et de ses enfants. Son comportement devint de plus en plus désagréable, se permettant des remarques irrespectueuses à leur égard. Profitant de sa popularité en tant que présentateur de télévision, il s'engagea dans de nouvelles relations, sans égard pour les sentiments de ses proches. L'histoire de la famille Martins a commencé à se dérouler en 2013, lorsque Gracie a révélé à sa mère des détails troublants sur le comportement de son père pendant le bain. Il s'est avéré qu'Aaron insistait pour être présent lors des activités de bain de sa fille et pour enregistrer ces moments. Angelia a immédiatement interdit de telles actions. Le mari a reconnu son comportement, mais a eu recours à la manipulation et a insisté sur le fait qu'il emmènerait les enfants si cela venait à se savoir. En tant que membre influent de la congrégation de l'Église, il exigeait une obéissance inconditionnelle de tous les membres de la famille. Angelia a dû garder ce secret. Plus tard, elle a appris le comportement inapproprié de son mari envers plusieurs jeunes femmes. En 2014, des faits concernant son intérêt déplacé pour les adolescents ont été révélés. Des enregistrements inappropriés de mineurs ont été découverts sur son téléphone. Malgré la gravité de la situation, les conséquences ont été minimes. On lui a simplement demandé de quitter son emploi précédent. Peu après, il a trouvé un poste de conseiller financier dans une grande banque. La relation entre les époux est devenue de plus en plus tendue. Et Angelia a commencé à demander le divorce, mais s'est heurtée à un refus catégorique. À l'initiative d'Aaron, le couple a commencé à consulter un thérapeute familial. Lors des séances, les profondes blessures émotionnelles d'Angelia sont apparues. Une enfance difficile avec la pression parentale et la religion imposée, suivie d'un mariage avec une personne montrant des traits narcissiques et un comportement dépendant. Cependant, cette thérapie n'a pas produit les résultats escomptés. Angelia a décidé de consulter indépendamment un autre thérapeute. Elle partageait ses sentiments, planifiait des voies vers l'indépendance, prenait des notes sur son téléphone et correspondait avec le thérapeute par email. Plus tard, il s'est avéré qu'Aaron surveillait toutes ses activités. Il écoutait les séances, vérifiait son téléphone et ses emails. Lorsqu'Angelia s'est tournée vers ses parents pour obtenir du soutien, ils se sont rangés du côté de leur gendre et ont estimé qu'une femme devait maintenir la famille unie en toutes circonstances. Sans soutien, Angelia se trouvait dans une situation difficile. Le comportement d'Aaron est devenu de plus en plus inacceptable envers sa femme et ses enfants. Dans une tentative de trouver la sécurité, Angelia et les enfants ont commencé à rester ensemble et à s'enfermer dans une chambre la nuit. Un jour, un incident grave s'est produit dans la salle de bain, lorsqu'Aaron s'est comporté de manière agressive envers Angelia et a utilisé un câble électrique. Dans un moment critique, son fils Grant, âgé de 11 ans, est venu au secours de sa mère et a retenu les mains de son père. Après l'incident, Aaron lui-même a appelé les services d'urgence et a signalé de fausses informations sur le prétendu comportement inquiétant de sa femme.
Angelia a été emmenée dans un établissement médical spécialisé pour évaluation, malgré ses assurances qu'elle allait bien. Les spécialistes ont rapidement confirmé son état de santé. Son psychothérapeute a clarifié la situation et présenté des preuves de la situation familiale difficile. Le 11 mai 2013, Angelia a reçu son congé avec la recommandation de demander une ordonnance de protection. Le rapport médical a confirmé que la femme n'avait pas de dépression ni d'autres problèmes émotionnels, mais une situation domestique difficile a été identifiée. Après sa sortie, Angelia a fermement décidé de demander une ordonnance de protection et de déposer le divorce. Quand elle est rentrée chez elle, elle a trouvé une maison vide. Toutes les tentatives de contacter Aaron sont restées vaines. Les proches des deux côtés ont ignoré ses appels, la considérant comme instable. Le lendemain, le jour de la fête des mères, au lieu du retour attendu des enfants, les forces de l'ordre sont apparues. Aaron a de nouveau contacté les services d'urgence avec de fausses informations sur l'état d'Angelia. Les officiers arrivés ont vérifié son bien-être et sont repartis. Plus tard, Angelia a obtenu une ordonnance de protection, mais l'endroit où se trouvaient les enfants restait inconnu. Les enquêteurs ont refusé d'accepter une plainte, car les enfants étaient avec leur père, qui en avait le droit légal. Il s'est bientôt avéré qu'Aaron l'avait devancé en déposant les papiers du divorce et en obtenant une ordonnance de protection, alléguant son comportement dangereux. Pendant la procédure judiciaire, les parents des deux côtés se sont retournés contre Angelia. En conséquence, le père a reçu la garde complète des enfants et la mère a été condamnée à payer une pension alimentaire. L'opinion des enfants n'a pas été prise en compte. Le fait du séjour d'Angelia dans l'établissement spécialisé a été décisif pour que le juge rejette ses demandes de garde. Malgré tous les efforts, les enfants sont restés avec leur père. Angelia s'efforçait de toutes ses forces de récupérer la garde et prouvait que les enfants avaient besoin de ses soins et non de la tutelle d'Aaron. Une nouvelle audience judiciaire sur la question de la garde a eu lieu. Aaron a engagé une équipe d'avocats expérimentés, ce qui a été possible grâce à un héritage inattendu de sa tante fortunée. Lors de l'audience, les proches d'Angelia ont de nouveau parlé contre elle, pointant son instabilité émotionnelle. Cette fois, cependant, elle a été soutenue par des spécialistes de la clinique où elle avait été soignée. Ils ont expliqué avec insistance que l'état de la femme était une conséquence de sa relation compliquée avec Aaron. Selon leurs témoignages, ces blessures avaient une origine très différente de celles précédemment alléguées. Mais le juge a ignoré ces déclarations et a maintenu la garde complète au père. Angelia a continué à se battre et a obtenu un droit de visite de 2 heures par semaine. Lors de la première rencontre, elle a été choquée par leur état. Grant avait nettement maigri, tout comme Gracie, qui présentait des cernes sombres. Il s'est avéré que le père appliquait des méthodes d'éducation strictes, limitait l'alimentation et interdisait toute sucrerie. Il y a eu un incident où Grant a sauté d'une voiture en marche pour fuir son père. Les enfants ont raconté qu'ils pensaient que leur mère avait disparu. Aaron leur avait dit cela quand Angelia était à la clinique et avait insisté sur un déménagement immédiat, invoquant un danger. Les enfants l'ont cru, se souvenant de l'état de leur mère après l'incident, et se sont sentis impuissants. Angelia n'a pas abandonné ses efforts pour obtenir la garde. Elle s'est soumise à un examen médical complet qui a confirmé son bon état de santé. En 2014, le tribunal a augmenté le temps de visite à 6 heures hebdomadaires, maintenant la garde principale au père. Début 2015, une vérité troublante a été révélée. Il a été découvert que Gracie, âgée de 9 ans, avait été exposée à des traitements inappropriés de la part de son père. Après les repas, elle s'endormait soudainement et se réveillait dans la chambre de papa avec des marques inexplicables. Le père affirmait que c'était une réaction au maillot de bain, mais elle sentait la tromperie.
Aaron évitait les visites médicales même en cas de maladie grave des enfants. Gracie a rapporté des punitions sévères, des intimidations dans la rue et une alimentation insuffisante. Angelia était troublée par ces révélations et se préparait à les utiliser lors de la prochaine audience pour protéger ses enfants des traitements inappropriés. En avril 2015, il y eut un tournant inattendu. Aaron déposa une plainte pour pension alimentaire impayée, suite à quoi Angelia fut arrêtée. Elle porte des contre-accusations, affirmant que son ex-mari, malgré un héritage considérable, dépensait de manière irresponsable l'argent destiné aux enfants pour lui-même et ses accompagnatrices. Après l'audience, la femme fut libérée et continua ses paiements. Dans les années qui suivirent, Angelia ne cessa pas de protéger ses enfants. Elle s'adressa à diverses instances, des forces de l'ordre à l'école de l'Église, essayant d'avertir du comportement dangereux d'Aaron. Cependant, ces paroles furent accueillies avec scepticisme et rejetées comme des exagérations. La situation s'intensifia en 2018 lorsque Grant et Gracie tentèrent de quitter la maison de leur père. Aaron signala immédiatement leur disparition. Les enfants furent ramenés, après quoi le père appliqua des mesures disciplinaires sévères. Quand Angelia l'apprit, elle demanda immédiatement une audience d'urgence pour modifier l'accord de garde. Le 17 août 2018, après le tournoi de baseball de Grant, quelque chose d'irréversible se produisit. Pendant que le garçon restait à l'entraînement, Aaron et sa fille allèrent dans un hôtel. Malgré les supplications de Gracie, 12 ans, pour des lits séparés, le père choisit une chambre avec un seul lit. Ce qui s'est passé cette nuit-là a changé la vie de Gracie pour toujours. Le lendemain, lors de l'audience d'urgence, Gracie raconta ce qui s'était passé. Mais l'avocat du père insista sur le fait que ce n'était que le fruit de son imagination, car un père aimant ne serait pas capable de telles choses. Grant rapporta également les méthodes disciplinaires sévères du père. Restrictions alimentaires, séances d'entraînement interminables et humiliations. Les enfants supplièrent qu'on les laisse rester avec leur mère. Cependant, le juge, qui fréquentait la même église de la grâce qu'Aaron, douta de la véracité de leurs paroles. Il conclut qu'il s'agissait d'une tentative d'Angelia de nuire à la réputation de son ex-mari. Dans cette communauté religieuse fermée, Aaron jouissait d'une réputation irréprochable, participait activement à la vie de l'Église et entretenait des relations avec des membres influents de la société. La demande de la mère fut rejetée, et plus encore. Il lui fut interdit de déposer des plaintes civiles pendant 6 ans. Bien que Gracie ne voulut pas retourner chez son père, les menaces d'intervention policière la forcèrent à se soumettre. Après cela, les enfants cherchèrent de l'aide partout. Ils s'adressèrent aux employés de l'école et aux psychologues de l'église, signalant leur situation domestique difficile. Cependant, le directeur de l'école, qui les convoqua pour une conversation, leur conseilla de garder le silence pour protéger la réputation familiale. Lorsque les enfants tentèrent d'expliquer pourquoi ils ne voulaient pas rentrer chez eux, il dit simplement qu'il avait déjà entendu ces histoires et ne les croyait pas. Après quoi, il contacta leur père. Personne ne prenait au sérieux les récits des enfants, car on croyait qu'Angelia était derrière leurs paroles et les forçait prétendument à faire de fausses déclarations contre leur père. Finalement, les enfants n'ont plus supporté la pression et sont allés vivre chez leur mère. Le père est venu voir les enfants et leur a demandé de rentrer à la maison. Grant et Gracie ont refusé et il a accepté leur séjour temporaire chez leur mère. Après avoir travaillé avec un psychologue, certaines règles de communication ont été établies que le père a commencé à suivre. Bien que selon les documents de garde, les enfants devaient parfois rester chez leur père, ils passaient la plupart du temps avec leur mère. Pendant ces périodes, ils se sentaient matas calmes, mais la relation avec le père est devenue de plus en plus tendue et a atteint son paroxysme le 20 juillet
2020. Ce jour-là, Grant, 18 ans, se rendait à l'entraînement. Le trajet durait environ 1 heure, car la maison de la mère était éloignée. Lorsqu'il est arrivé sur le parking devant le centre sportif et se préparait pour le cours, un incident imprévu s'est produit. Le père était à proximité, étant également venu à l'entraînement. C'est lui qui a appelé les services d'urgence pour demander de l'aide pour son fils, qu'il ne pouvait pas approcher. Aaron a raconté une histoire inhabituelle de l'incident. Selon sa version, son fils est descendu du pick-up pour récupérer l'équipement sportif à l'arrière. Dos à la voiture, il était absorbé par son téléphone. Soudain, le pick-up s'est mis à rouler et a heurté le jeune homme, le traînant sur plusieurs mètres. Le véhicule est entré dans un fossé profond et en est ressorti. Selon Aaron, il se trouvait par hasard à proximité avec 3 autres personnes et a été témoin de l'incident. Les officiers arrivés sur place ont trouvé Grant sous l'avant du véhicule, bien que les roues ne le touchent pas. Les sauveteurs ont utilisé un cric pour libérer le jeune homme. Le jeune homme était conscient, a reçu des soins d'urgence et a été transporté d'urgence à l'hôpital. L'état de Grant est resté critique et il n'a pas pu être sauvé en chemin. Les médecins ont documenté diverses blessures, mais la cause était un arrêt cardiaque soudain. Lorsqu'Aaron est arrivé à l'hôpital, il a signé un refus d'examen médicaux supplémentaire. Quand Angelia a appris l'incident, elle est immédiatement venue à la clinique. Elle a insisté pour une enquête, mais ses supplications sont restées ignorées. Une situation similaire s'est produite avec les enquêteurs. Ils l'ont considéré comme un accident, malgré les supplications persistantes d'Angelia pour une enquête. Elle était convaincue du manque de crédibilité de la version d'Aaron et a souligné de nombreuses incohérences. En particulier, le type de blessure ne correspondait pas à la situation décrite. Selon le récit d'Aaron, Grant a conduit le pick-up pendant environ 1 heure en direction de l'entraînement. Cependant, les détails ne correspondaient pas. Les vêtements ne portaient aucune trace de contact avec un véhicule chaud, ni d'égratignures dues au contact avec la chaussée. Aucune trace biologique n'a été trouvée sur le lieu de l'accident. Les chaussures sont restées étonnamment propres, ce qui contredisait la version d'Aaron. À l'endroit où le véhicule aurait quitté la route, la végétation est restée intacte, même pas écrasée. Des traces de pneus ont été trouvées ailleurs, sur le trottoir, où les lunettes de Grant ont également été retrouvées. Il est remarquable que le jeune homme ne se séparait jamais de ses lunettes en raison de sa mauvaise vue. Toutes ces photos le confirment. La question se pose, comment les lunettes sont-elles arrivées sur le trottoir si, selon Aaron, tout s'est passé sur le parking? Le père a affirmé que Grant était dos à la voiture qui reculait. Il y avait d'autres incohérences. Comment expliquer la position de Grant sous le véhicule, sur le dos, dans la direction opposée? Une telle rotation de 180 degrés semble invraisemblable. La manœuvre de conduite semblait également douteuse. Reculer dans le fossé puis remonter. Personne aux alentours n'a entendu de bruit de l'incident. Tout s'est passé dans un silence total, sans témoin. Il n'y avait pas de vidéosurveillance. Les 3 personnes mentionnées par Aaron lors de la conversation téléphonique ne sont jamais apparues. Le comportement du père était déconcertant. Malgré la présence d'un cric, il n'a fait aucune tentative pour aider son fils, se contentant d'observer la situation. L'emplacement des vêtements de sport était également atypique. Grant ne les laissait jamais sur la plateforme de chargement, préférant la banquette arrière. Le téléphone que Grant aurait utilisé selon son père n'a pas été retrouvé, bien que le jeune homme ne s'en séparait jamais. Il appelait sa petite amie tous les matins. Mais ce jour-là, il n'y a pas eu d'appel. La voiture était restée intacte, ce qui est étrange. Le pare-choc arrière de ce modèle est connu pour sa sensibilité.
Avec la sortie décrite, les dommages auraient été inévitables. Le seul témoignage provient d'un homme qui a remarqué Aaron sur cette rue et sur le parking peu avant l'incident. Cela contredisait la version d'Aaron sur une arrivée plus tardive. Lors des funérailles de son fils, Aaron a prononcé un discours étrange dans lequel il a décrit ce qui s'est passé avec Grant comme la volonté de Dieu, ce qui a choqué tous les présents. Le comportement d'Aaron déconcertait les gens autour de lui. Il ne montrait aucune émotion concernant ce qui était arrivé à son fils. Angelia soupçonnait que son mari aurait pu organiser l'incident ailleurs, puis mettre en scène un accident ici. Des questions se sont également posées sur la façon dont le pick-up aurait pu rouler seul. Le véhicule était correctement garé et n'avait jamais posé de problèmes auparavant. On a proposé à Aaron de faire une enquête technique sur le véhicule pour obtenir une indemnisation du fabricant. Mais il a étonnamment refusé, bien qu'il ne manquât normalement aucune occasion de gagner de l'argent. L'homme a continué à utiliser cette voiture sans inquiétude pendant plusieurs mois encore. Lorsqu'Angelia a suggéré elle-même de faire vérifier la voiture, Aaron s'y est violemment opposé et a immédiatement envoyé le véhicule à la casse, malgré son excellent état et sa haute valeur marchande. Au printemps 2021, Angelia a réussi à localiser ce véhicule et à faire effectuer une enquête indépendante. Après avoir examiné le véhicule, les experts ont déterminé que l'incident n'aurait techniquement pas pu se dérouler comme Aaron l'avait décrit. Angelia a commencé à chercher à rouvrir l'affaire classée. Elle a rapporté que Grant, qui venait d'avoir 18 ans, avait toujours protégé sa sœur de leur père agressif et voulait continuer à le faire. Le jeune homme avait averti son père de ses intentions d'aller en justice après sa majorité. Grant et Gracie prévoyaient de couper officiellement le contact avec leur père et de commencer une vie indépendante. Ils espéraient que leurs déclarations seraient maintenant prises plus au sérieux, étant adultes. Angelia soupçonnait qu'Aaron avait décidé d'empêcher son fils de le faire par peur. Gracie souffrait profondément de la séparation d'avec son frère, qui était son protecteur. Le 12 mai 2021, Gracie, 14 ans, a publié une vidéo de 18 minutes sur YouTube partageant son histoire sur sa relation difficile avec son père. Elle a parlé des problèmes domestiques et de ses inquiétudes pour la sécurité de la famille. Gracie a exprimé des inquiétudes concernant son avenir. Après la perte de son frère, elles étaient sans défense et le père a augmenté la pression. Il poursuit sa fille et insiste pour qu'elle rentre à la maison, mais elle refuse fermement. La jeune femme de 16 ans a dû obtenir une ordonnance de protection officielle contre son propre père, mais il a ignoré les règlements et a continué à apparaître près d'elle. À l'école, sa présence n'a pas suscité d'inquiétude auprès de l'administration. Le directeur, qui était un ami d'église du père, a refusé de prendre en compte l'existence de l'ordonnance de protection. Après cette interview, le père a de nouveau affirmé que la mère influençait négativement Gracie et la montait contre lui, ce qui a conduit le service de la jeunesse à prendre la situation sous son contrôle. Le père a essayé de convaincre sa fille que ses souvenirs étaient faux et que toutes les pensées problématiques avaient été implantées par la mère. Aaron a déposé une plainte en diffamation contre Angelia et a impliqué des personnes qui ont remis en question les informations dans l'enregistrement vidéo de Gracie. Selon l'homme, Angelia l'a pressé sous la contrainte de renoncer à ses droits parentaux. Lorsque la femme a décidé de se battre pour la vérité devant le tribunal, Aaron a retiré la plainte, mais envisage maintenant, avec l'aide d'avocats, de la déposer à nouveau. Angelia et sa fille cherchent à rétablir la justice pour Grant, et Gracie veut rester avec sa mère et couper le contact avec son père. Ils ont créé une plateforme en ligne qui a reçu un large soutien. Après le départ de Grant, le pasteur, le directeur de l'école et d'autres adultes auxquels Grant et sa sœur s'étaient adressés pour obtenir de l'aide ont nié ces faits.
une camarade de classe de Grant a confirmé qu'elle avait, avec lui et Gracie, demandé de l'aide et une protection contre le père à l'administration scolaire, mais avait reçu un refus. Cela ne relevait pas de la compétence de l'école. Dans le Tennessee, il existe une loi qui oblige à signaler au service de protection de l'enfance si l'on soupçonne que le bien-être de l'enfant est en danger. Cependant, personne ne l'a fait. Après l'incident avec Grant, il a été interdit aux élèves de discuter de ce qui s'était passé à l'école. Plus tard, il s'est avéré que le pasteur a quitté l'église, où une grave division s'était produite. Actuellement, aucune accusation n'a été portée contre Aaron Solomon, et il nie toutes les allégations. Ses partisans écrivent régulièrement sur les réseaux sociaux accusant Gracie et sa mère de mensonges et de comportements non chrétiens, affirmant que les vrais croyants ne devraient pas aller devant les tribunaux. Pourtant, Aaron lui-même dépose régulièrement des plaintes contre Angelia. Actuellement, Angelia et Gracie vivent ensemble, mais ressentent une inquiétude constante à cause d'Aaron. Gracie rêve de devenir agent du FBI et de mener des enquêtes pour aider les gens. Dans la petite ville de Brick, dans l'État du New Jersey, Brittany Gregory est née au printemps 1988. Elle était la plus jeune de 5 frères et sœurs. Après le divorce des parents, tous les enfants sont restés avec leur père. Brittany entretenait des relations chaleureuses avec tous ses proches, mais elle avait un lien particulier avec sa sœur Brianna. Malgré une différence d'âge de 4 ans, elles étaient comme meilleures amies. À l'école, Brittany montrait des performances exceptionnelles et obtenait les meilleures notes. Les enseignants voyaient en elle un grand potentiel et lui prédisaient un avenir brillant dans les sciences. Elle restait modeste et amicale, toujours prête à aider ses camarades de classe, ce qui lui valait beaucoup d'amis. Brittany avait un rêve inhabituel. Elle voulait devenir technicienne en criminalistique et examiner les preuves sur les scènes de crime. À l'été 2004, Brittany vivait dans la maison de son père Joe Dunn avec sa sœur Brianna et la nouvelle compagne de son père, Laurie Patterson. Leur maison, située près de l'école, était la dernière de la rue et bordait une zone boisée. À cette époque, Brittany sortait avec John Fitzgerald. Leur relation durait depuis presque 2 ans, et sa famille approuvait ce choix, considérant John comme une bonne personne. Il semblait être le couple parfait. Les parents remarquèrent leur relation particulièrement chaleureuse. Le dimanche 11 juillet 2004, la mère et la sœur Brianna se sont rendues dans la banlieue de South Toms River pour voir le frère aîné de Brittany. Il venait d'avoir un bébé et la jeune famille avait besoin d'aide. Vers 20h30, Brittany a appelé sa mère sur son portable. Elle a demandé qu'on l'emmène chez son petit ami John et on entendait clairement de l'inquiétude dans sa voix. La mère a expliqué qu'ils étaient loin maintenant, mais que Brianna pourrait venir dans 1 heure. Brittany a accepté cette proposition. Après 45 minutes, Brianna a essayé de joindre sa sœur, mais elle ne répondait pas aux appels. Supposant que Brittany dormait déjà ou avait trouvé un autre moyen, Brianna ne s'est pas inquiétée et est allée dormir. Quand Brianna est rentrée à la maison le matin, elle a trouvé la chambre de sa sœur vide. Toutes les affaires de Brittany, y compris le téléphone, étaient encore là. Au début, Brianna a pensé à une possible nuit chez John, mais cela semblait étrange. Sa sœur informait toujours de tels plans et ne partait jamais sans téléphone. Brianna a commencé à appeler les amis de Brittany, mais personne ne savait où elle était. John lui a dit qu'il n'avait parlé avec Brittany que dimanche matin et qu'elle n'avait pas été chez lui. La compagne du père a informé qu'elle était rentrée à 22h et n'avait trouvé personne. Avec un mauvais pressentiment, Brianna s'est précipitée au poste de police pour signaler la disparition de sa sœur. Quand Brianna a donné l'alerte, les forces de l'ordre n'ont pas pris ses inquiétudes très au sérieux. Ils supposaient que sa sœur pourrait être chez des amis
ou simplement vouloir changer d'air. Cependant, Brianna a expliqué qu'elle avait appelé tous les connaissances et le petit ami de Britney, personne ne l'avait vu. De plus, toutes ses affaires, son argent et son téléphone étaient restés à la maison. Après ces arguments, les enquêteurs ont finalement lancé les recherches. Ils ont d'abord examiné la maison du père, d'où Britney avait disparu. Son sac à main avec téléphone et portefeuille y était effectivement resté. Tous les objets personnels étaient à leur place. Aucun autre indice n'a pu être trouvé. Les enquêteurs ont parlé avec tous les habitants de la maison, car dans de tels cas, le rôle des proches est généralement important. Il s'est avéré que chaque membre de la famille avait un alibi confirmé. Des avis de recherche avec la photo de Britney ont été affichés dans la ville. La police a commencé une enquête approfondie de la zone environnante. Ils ont vérifié toutes les maisons des environs, inspecté les propriétés et interrogé les voisins. L'emplacement de la maison a particulièrement attiré l'attention. Aucun des voisins n'avait vu Britney le jour de sa disparition, mais une femme a partagé un détail intéressant. Elle avait vu la jeune femme se promener tard dans la rue vendredi soir, 2 jours avant sa disparition. Bien que cette information semblait obsolète, les enquêteurs s'y sont intéressés. Car un tel comportement ne correspondait pas du tout à l'image d'une jeune femme consciencieuse. Les enquêteurs se demandaient pourquoi Britney était dans la rue si tard. La police a décidé de vérifier si Britney était vraiment aussi exemplaire que sa sœur l'avait raconté. Lors de la conversation avec les policiers, Brianna a mentionné les difficultés dans la relation entre Britney et John. Selon son témoignage, les jeunes gens avaient souvent des conflits et ce jour-là, ils s'étaient encore disputés. Britney était très bouleversée et prévoyait d'aller voir John le soir pour se réconcilier. Intéressés par cette information, les enquêteurs ont invité John à une conversation au poste. Il a raconté avec assurance qu'il avait parlé avec Britney pour la dernière fois le matin de ce jour. Selon sa version, il était à la plage avec des amis, ce qui avait provoqué le mécontentement de Britney et conduit à la dispute. Après cela, il n'avait plus eu de contact. John a également informé qu'il avait mis fin à la relation avec Britney quelques jours avant l'incident, mais elle ne pouvait pas l'accepter, bien qu'elle soit au courant de sa nouvelle relation. Il n'avait pas prévu de rendez-vous avec elle ce soir-là et ne savait rien de son intention de le voir. Cependant, il a partagé une information importante. Britney empruntait souvent le sentier forestier derrière la maison de son père pour ses rendez-vous. À la question sur les raisons de la rupture, John a expliqué qu'il avait vu Britney avec un autre homme lors d'une fête, après quoi, il avait décidé d'entamer une relation avec une nouvelle petite amie. John l'a vue pour la dernière fois le 10 juillet, 1 jour avant sa disparition. À ce moment-là, Britney lui a remis une lettre de réconciliation. Lorsque les forces de l'ordre ont demandé à voir ce message, John l'a immédiatement présenté. Dans la lettre, la jeune femme s'excusait pour son comportement, regrettait d'avoir causé de la peine émotionnelle à John et proposait de rester amicalement liés. Le jeune homme semblait sincèrement inquiet de la disparition de Britney. La police n'a trouvé aucune raison de le soupçonner et John a été libéré. Plus tard, il a passé avec succès un test au détecteur de mensonges, après quoi il a été complètement exclu du cercle des suspects. L'affaire de la disparition de Britney devenait de plus en plus complexe. Il s'est avéré que son style de vie différait de ce que ses proches avaient imaginé. Elle fréquentait des fêtes, rencontrait différents jeunes hommes et traversait régulièrement la forêt pour voir son petit ami, parcourant une distance d'1,5 kilomètre. C'est précisément la zone boisée qui a attiré l'attention particulière des enquêteurs. Des recherches intensives ont commencé le long du sentier. C'était une piste cyclable à travers la forêt. Le soir, cet itinéraire suscitait des inquiétudes. Il était sombre et désert. Les recherches dans la forêt ont duré 3 jours, mais sont restées infructueuses. Alors que l'enquête était dans une impasse, un témoin important est apparu.
Elle a rapporté qu'elle était au parc ce soir-là avec son compagnon. Sur la route déserte, un seul véhicule avait attiré leur attention. Un pick-up Chevrolet Avalanche avec des roues caractéristiques. La femme a mémorisé la plaque d'immatriculation du véhicule. La vérification a révélé qu'Anthony Geiger était le propriétaire du véhicule. Une circonstance étrange est apparue. Anthony avait récemment été en couple avec Bobby Joe, la sœur de Britney. Leur relation s'était terminée 1 mois plus tôt en raison de sa jalousie excessive. De plus, il montrait un intérêt inhabituel pour Britney, ce qui soulevait des questions. Des connaissances se souvenaient qu'Anthony jetait souvent des regards particuliers à Britney lors des réunions amicales et essayait d'attirer son attention. Leur dernière rencontre avait eu lieu lors d'un déjeuner commun où son comportement avait de nouveau attiré l'attention des personnes présentes. Les enquêteurs soupçonnaient qu'Anthony aurait pu suivre Britney. Lors de l'interrogatoire, il a nié sa présence près de la forêt le 11 juillet. Il a admis qu'il voyait souvent Britney lors de fêtes, car il fréquentait encore le même cercle social, mais a rejeté les accusations de tentative d'approche. Selon ses dires, il se comportait de manière uniquement amicale avec elle. Anthony a affirmé avoir passé la soirée chez lui avec sa nouvelle petite amie. La police a contacté la jeune femme mentionnée, qui a confirmé la déclaration d'Anthony. Comme il n'y avait pas de soupçons sérieux, il a dû être libéré. Ensuite, les enquêteurs sont revenus au message de Britney à John, où ils ont remarqué des formulations inquiétantes dans la dernière partie de la lettre. Les enquêteurs craignaient une possible action désespérée en raison de la relation échouée. Cependant, les parents se sont catégoriquement opposés à cette version. Ils ont affirmé que leur fille déterminée et joyeuse, avec de grands projets d'avenir, ne ferait pas une telle chose à cause d'une relation échouée. Lorsque l'enquête s'est enlisée, les forces de l'ordre se sont tournées vers le public via la presse pour trouver d'éventuels témoins. Des policiers des districts voisins se sont joints à l'affaire et ont offert leur aide. Pendant ce temps, les parents ont décidé de ne pas attendre passivement des nouvelles au téléphone, mais de mener leurs propres recherches. Lors d'une fouille approfondie de la maison, les policiers ont fait une découverte intéressante. Entre les pages d'un magazine se trouvait une lettre au contenu inattendu que Britney avait écrite pour un concours. Dans celle-ci, la jeune femme parlait de sa situation de vie difficile. Sa mère toxicomane l'avait abandonnée dans sa jeunesse. La relation avec son père et sa partenaire était tendue, et son frère se trouvait dans un centre de réhabilitation qu'elle visitait chaque semaine. Britney reconnaissait ses erreurs, mais soulignait la bonté de son caractère et son désir de prendre un chemin différent et de ne pas répéter le destin de ses parents. Britney aspirait à une vie meilleure et rêvait de devenir criminologue pour aider dans les enquêtes. Après la découverte de cette note, les policiers ont développé de nouvelles théories. Ils ont tourné leur attention vers la famille de Britney, qu'ils n'avaient pas prise en compte auparavant dans leurs enquêtes. En examinant l'environnement, les enquêteurs ont découvert un détail intéressant. Dans la maison où vivait Britney, on exploitait un soi-disant salon de massage. Les services étaient proposés par Lauren Peterson, la compagne du père. L'établissement était régulièrement visité par différents hommes, certains devenant des clients réguliers. Il s'est avéré que les résidents étaient au courant des activités et Laurie elle-même faisait ouvertement la promotion de ses services en distribuant des cartes de visite. Les voisins ont également mentionné des substances suspectes dans la maison et ont suggéré la possible implication de Laurie dans leur distribution. Les enquêteurs soupçonnaient Quartz que la disparition de Britney n'était pas une coïncidence et qu'un des visiteurs du salon pourrait être impliqué dans l'incident. En examinant la clientèle de Laurie, ils ont découvert de nombreuses personnes suspectes. Bientôt, la télévision a rapporté l'arrestation d'un suspect dans l'affaire Britney. La mère l'a reconnu. C'était Jack Fuller Jr.,
38 ans, un ami de longue date de la famille. Il participait à toutes les fêtes familiales, entretenait des relations étroites, et sa fille était fiancée au frère incarcéré de Britney. La mère de Britney a été bouleversée par l'arrestation de Jack. Elle ne pouvait pas croire à son implication, car aucune preuve concluante n'avait été trouvée et les proches espéraient toujours une issue favorable. Il leur semblait impossible que Jack puisse être impliqué. Quelques mois avant l'incident, Britney avait aidé à sauver la vie d'une connaissance. Elle rendait visite à sa fille lorsqu'ils l'ont trouvé inconscient. Britney a immédiatement appelé les urgences et les ambulanciers ont pu aider l'homme après une overdose. Les proches étaient abasourdis de voir comment il avait pu faire du mal à sa sauveuse. Les parents savaient que Jack était impliqué dans des substances interdites. Jack Fuller avait 48 condamnations antérieures pour possession et vol. Sa dernière peine était de 5 ans et demi. Il avait été libéré peu avant la disparition de la jeune femme. La famille croyait que dans le pire des cas, il prendrait de l'argent pour une dose, mais pas plus. Il pourrait prendre des bijoux, mais ne ferait de mal à personne. Plus tard, il s'est révélé comment la police avait trouvé la piste. Un appel avec des informations sur Jack Fuller est arrivé au poste. L'informateur a rapporté que Jack se plaignait de douleurs au dos parce qu'il avait creusé dans un sol sablonneux. De plus, Jack assurait que personne ne trouverait l'endroit et demandait quelle profondeur il fallait creuser pour que les animaux ne puissent rien sentir. Les policiers ont demandé à l'informateur de rencontrer Jack et d'enregistrer la conversation. Lors de la rencontre, Jack a confirmé qu'il avait suffisamment bien caché les traces. Il a avoué son implication dans la disparition de Britney et l'a expliqué en disant qu'elle l'avait vue. Puis Jack a expliqué qu'il devait encore s'occuper d'une personne qui en savait trop, son ami d'enfance Tommy, qui était assis dans la voiture. À la fin de la conversation, il l'a qualifié de plaisanterie et est parti avec son ami. Les forces de l'ordre ont emmené Tommy au poste pour l'interroger. Il a refusé de coopérer et a tout nié, mais les enquêteurs lui ont fait écouter l'enregistrement où Jack mentionnait ses intentions envers son ami. Quand Tommy a réalisé le danger de la situation, il a décidé de communiquer aux autorités toutes les informations qu'il connaissait. Le soir de la disparition, lui et Jack roulaient en voiture dans le quartier en consommant des substances interdites. Près de la maison de Britney, Jack a décidé de passer chez son père pour en obtenir davantage. La porte était ouverte et il est entré, mais le propriétaire n'était pas là. Après 5 minutes, Jack est revenu à la voiture avec Britney. Quand Tommy a demandé ce qui se passait, la jeune femme est restée silencieuse et a baissé le regard. Jack a dit qu'il ramènerait Tommy chez lui, puis il est parti avec Britney. Le lendemain, lors de leur rencontre, Jack a évité toute conversation sur ce qui s'était passé. Ils sont allés au lavage auto, où il a nettoyé sa voiture inhabituellement à fond, à l'intérieur comme à l'extérieur. Le laveur de voiture a fait une plaisanterie à ce sujet, mais Jack a réagi agressivement et a fait allusion aux conséquences d'une curiosité excessive. Quand Tommy a appris la disparition de Britney, il a commencé à comprendre la situation. Quand il a interrogé Jack à ce sujet, celui-ci s'est mis en colère et a affirmé qu'il avait simplement ramené la jeune femme chez elle et a mis en garde contre les questions inutiles. Tommy soupçonnait que Jack aurait pu emmener Britney dans la forêt. Les enquêteurs, convaincus de l'implication de Jack, sont venus l'arrêter. En leur présence, il a essayé d'incendier sa voiture. Lors de l'examen du véhicule, des traces de la présence de Britney ont été trouvées. Au lavage auto, il s'est avéré que Jack avait utilisé un aspirateur pour nettoyer l'intérieur. L'examen du contenu du sac d'aspirateur a révélé du sable et des traces biologiques appartenant à Britney. Malgré les preuves, Jack a refusé de parler de l'affaire Britney et est resté silencieux. Les connaissances interrogées par les enquêteurs l'ont décrit comme une personne dangereuse, capable de commettre des délits graves. Il n'avait de travail officiel nulle part,
mais disposait toujours d'argent, car il distribuait des substances interdites et forçait des personnes dépendantes à commettre des actes illégaux en échange de doses. Une circonstance intéressante est apparue. Après la disparition de Britney, un policier en patrouille a remarqué la voiture de Jack dans un endroit désert, en dehors de la ville, garée à la lisière de la forêt. Quand on lui a demandé la raison de sa présence dans cet endroit étrange, Jack a répondu qu'il cherchait son chien qui s'était enfui. Cet endroit est devenu le point focal de l'opération de recherche, à laquelle ont participé les forces de l'ordre, des maîtres chiens, l'aviation et des volontaires, mais qui n'a donné aucun résultat. Selon les enquêteurs, Britney cherchait ce soir-là un moyen de rejoindre son petit ami. Quand elle a rencontré Jack, qu'elle connaissait, n'ayant pas d'autres options, elle a accepté son offre de la conduire. Les événements suivants se sont transformés en tragédie. L'affaire a pris un tournant inattendu lorsqu'une femme s'est présentée à la police avec des informations sur l'emplacement possible des preuves. Il s'est avéré qu'elle avait passé plusieurs mois sous le contrôle de Jack, étant dépendante de substances. Pendant ce temps, elle avait bien appris à connaître ses habitudes, ses routes et ses lieux secrets qu'il visitait régulièrement avec elle. Il lui avait montré un endroit une fois en remarquant que personne n'y trouverait jamais rien. Les enquêteurs ont d'abord accueilli les paroles de la femme avec scepticisme et ont commencé à vérifier les détails. Elle pouvait décrire précisément le terrain et a mentionné la particularité du sol, un sous-sol sablonneux. Les enquêteurs se sont immédiatement souvenus du rapport d'un informateur sur la façon dont Jack s'était plaint des difficultés avec le sol sablonneux meuble. Les déclarations de la femme ont semblé convaincantes à la police et ils ont organisé une recherche dans la zone indiquée. Le terrain s'est avéré vaste et plusieurs jours d'enquête n'ont donné aucun résultat. Les experts ont alors effectué une analyse comparative du sable de l'aspirateur avec le sol de cette zone. Après avoir découvert une correspondance complète, ils ont décidé de poursuivre la recherche. Le 27 juillet 2004, les chiens de recherche ont conduit à un endroit avec une végétation nettement plus clairsemée. Lorsque les équipes de recherche ont examiné le sol avec une longue sonde, leurs craintes ont été confirmées. Bientôt, ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient. Sur place, un bijou a été trouvé, un collier avec le nom de Britney. Les enquêteurs ont compris que leur longue recherche était terminée. Les experts ont confirmé l'identité de Britney Gregory. En raison de l'état de la découverte, la cause exacte de ce qui s'était passé n'a pas pu être établie. Des signes d'asphyxie et de graves blessures à la tête ont été trouvés. Après consultation avec son avocat, Jack a décidé de conclure un accord avec le procureur et d'avouer sa culpabilité, dans l'espoir d'une peine plus légère. La famille a accepté cette décision pour éviter un procès épuisant. La mère de Britney a fait une déclaration disant qu'elle ne voulait pas la peine maximale pour Jack. Selon elle, ce serait une issue trop facile. Elle préférait qu'il passe le reste de ses jours derrière les barreaux pour réfléchir à ses actes. Dans son témoignage, Jack a affirmé que Britney lui avait demandé de la conduire chez un ami, ce à quoi il avait consenti. Après avoir déposé son ami Tommy, il est resté seul avec Britney. Selon ses dires, ils ont fait un arrêt où il a consommé des substances interdites, ce qui a déplu à Britney. Un conflit s'est développé, au cours duquel Jack dit avoir perdu le contrôle. Cependant, sa version des événements a suscité des doutes chez les enquêteurs. Le rapport des experts différait considérablement du récit de Jack et indiquait des circonstances très différentes de l'incident. De plus, certains détails découverts par les enquêteurs suggéraient d'autres motifs possibles pour le crime. Le tribunal a reconnu Jack coupable et l'a condamné à 30 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. Dans la vie, l'amour arrive souvent dans les moments les plus inattendus. L'histoire d'un homme d'affaires américain prospère le démontre clairement.
À près de 60 ans, il a rencontré une femme qui avait la moitié de son âge. Cependant, cette relation, basée sur des intérêts matériels, a conduit à des conséquences désagréables. Par une calme soirée d'été, le 8 août 2017, dans le paisible district d'Upper Makefield, Pennsylvanie, tout a commencé comme d'habitude. 2 employés d'une entreprise pharmaceutique ont décidé de rendre visite à leur collègue, le représentant commercial de 64 ans, Mike McNew. Son indisponibilité pendant la journée les inquiétait, car un tel comportement était totalement atypique pour cette personne fiable. Quand elles sont arrivées à la maison, elles ont remarqué la voiture de Mike dans le garage. Tout semblait normal, comme si le propriétaire était chez lui. La sonnette à la porte est restée sans réponse, tout comme les coups persistants. Dans la maison régnait un silence total. En découvrant la porte d'entrée non verrouillée, les collègues inquiètes ont décidé de vérifier si tout allait bien. Elles sont entrées dans la maison et ont appelé Mike. Silence. Dans le salon, elles ont remarqué sa silhouette dans le fauteuil et ont ressenti un moment de soulagement, supposant qu'il s'était endormi. Mais quand elles se sont approchées, elles ont réalisé que la situation était beaucoup plus grave. Les femmes bouleversées ont immédiatement composé le numéro d'urgence 911. L'une d'elles était si choquée qu'elle ne pouvait pas parler de manière cohérente. Sa collègue a pris l'initiative et a décrit la situation au répartiteur. Suivant les instructions de l'opérateur, elle a vérifié l'état de Mike. Il n'y avait ni pouls ni respiration. Le répartiteur a envoyé les services d'urgence sur les lieux de l'incident. L'histoire de Mike McNew a commencé en 1953 en Pennsylvanie. Plus tard, la famille a déménagé à Williamsport, Maryland. Il a grandi dans une famille protégée où régnaient l'amour et la compréhension mutuelle. Après l'école, il est allé à l'université et a fondé une famille avec sa petite amie du lycée. Leurs sentiments étaient sincères et réciproques. Ils vivaient comme une famille typique de classe moyenne, dans une maison confortable près de la côte. Mike a toujours cherché le développement professionnel. Après avoir commencé sa carrière comme agent d'assurance prospère, il est passé plus tard à l'industrie pharmaceutique. C'est là que l'attendait le véritable succès. En fondant sa propre entreprise, il a pu offrir une vie confortable à sa famille. Mike était un homme d'affaires prospère qui offrait une vie aisée à sa famille. Cependant, le bonheur familial n'a pas duré. 3 à 4 ans après la naissance des enfants, les époux ont décidé de se séparer. Malgré la séparation, ils ont maintenu une relation cordiale et se sont occupés ensemble des enfants. Le fils et la fille rendaient souvent visite à leur père et les ex-époux entretenaient des relations amicales. Les enfants se souviendraient plus tard qu'ils n'avaient jamais entendu leurs parents se disputer, ni avant, ni pendant, ni après le divorce. Leur respect mutuel a persisté même après le divorce officiel au début de 2000. Mike a décidé de commencer un nouveau chapitre de sa vie dans la paisible communauté de Township Upper Makefield, dans le comté de Bucks, Pennsylvanie, une ville accueillante de seulement 8000 habitants. Il prévoyait de développer son entreprise jusqu'à sa retraite bien méritée. En tant que célibataire, Mike profitait de tous les plaisirs de la vie. Sa villa impressionnante était située au bord de la rivière. Il aimait conduire ses jet-skis privés, a développé une passion pour l'art et a commencé à collectionner des objets de valeur. Bien qu'il ne recherchait pas des chefs-d'œuvre mondiaux, sa collection lui procurait une joie sincère. Mike n'était pas pressé de changer son statut de célibataire jusqu'à ce que le destin le réunisse en 2012 avec Jennifer Morris, 28 ans, qui élevait seule un enfant. Une attraction mutuelle s'est enflammée entre eux. La relation s'est développée rapidement. Bientôt, Mike a invité son élu à des vacances dans les Caraïbes. Leurs sentiments se sont montrés particulièrement intenses pendant ce voyage. Il avait spécialement apporté 2 jet skis
et quads pour des excursions ensemble. À 60 ans, presque à l'âge de la retraite, il est tombé amoureux comme un adolescent, complètement envoûté par cette femme. Ses proches étaient étonnés par sa transformation. En 2015, après 3 ans de relation, Mike s'est fait son premier tatouage en l'honneur de Jennifer. Au même moment, il lui a proposé d'emménager chez lui, ce qu'elle a accepté. L'homme d'affaires l'a entouré de soins et de confort. Une chambre personnelle a été préparée pour l'enfant de Jennifer. Leur bonheur a duré jusqu'au 8 août 2017, lorsqu'un incident imprévu s'est produit dans la maison. À ce moment-là, leur romance avec la femme, qui avait la moitié de son âge, durait déjà depuis 5 ans et ils préparaient activement leur mariage. Des collègues ont trouvé Mike chez lui dans un état préoccupant. Initialement, on a suspecté des problèmes cardiaques. Les services d'urgence arrivés ont trouvé Mike dans son fauteuil. Sa tête était penchée en arrière, les mains reposaient sur ses genoux. De l'extérieur, on aurait pu penser qu'il somnolait. Mais la situation s'est avérée beaucoup plus grave. Des traces de l'incident étaient visibles sur le sol et sur les vêtements. Les circonstances indiquaient que ce qui s'était passé n'était pas lié à des problèmes cardiaques. Une marque caractéristique a été trouvée entre les sourcils. Les enquêteurs devaient maintenant déterminer: était-ce le résultat d'une intervention extérieure ou d'une décision personnelle? Les experts criminels arrivés sur la scène ont immédiatement remarqué des détails inhabituels. La thèse d'un acte solitaire ne s'est pas confirmée. Aucun objet du crime n'a été trouvé à proximité, ce qui indiquait la présence d'une personne étrangère à ce moment-là. Lors de l'examen du salon, à environ 10 mètres de l'endroit où Mike a été trouvé, les spécialistes ont découvert une douille de calibre 380. Il est remarquable que tout soit resté en place dans la pièce, sans signe de lutte. Apparemment, tout a pris le propriétaire par surprise. Sur le poignet de Mike restait une trace caractéristique de sa montre disparue. Les poches de ses vêtements étaient retournées. Un ordinateur portable et un téléphone mobile ainsi que d'autres objets de valeur manquaient dans le bureau du rez-de-chaussée. À première vue, la situation rappelait un cambriolage ordinaire où le propriétaire avait accidentellement rencontré un visiteur non invité. Dans la chambre, de nouveaux détails importants ont été découverts. 2 armes à feu étaient enregistrées au nom de Mike McNews. Une seule a été trouvée dans la maison. Du Smith & Wesson calibre 380, il ne restait qu'un étui vide. Plus tard, il s'est avéré que c'est précisément cette arme que le propriétaire gardait pour sa défense qui a été utilisée lors de l'incident et a ensuite disparu. L'absence de traces et de dégâts suggérait que le visiteur connaissait le plan de la maison. Il savait où se trouvaient les armes et les objets de valeur et comment quitter le bâtiment sans être remarqué. Les enquêteurs ont commencé un examen approfondi de l'entourage de l'homme d'affaires et ont fait appel à des spécialistes supplémentaires. La thèse du cambriolage devenait de moins en moins probable. Malgré la disparition des objets personnels de Mike, de nombreux objets de valeur sont restés intacts. Par exemple, la collection d'art, où chaque pièce était artistiquement éclairée par une lampe séparée, est restée entièrement intacte. Tout indiquait que le représentant pharmaceutique de 64 ans avait rencontré quelqu'un qui avait des motifs personnels. La disparition des appareils électroniques ne semblait pas accidentelle. Ils contenaient peut-être des informations importantes. L'intégrité des portes et des fenêtres montrait que le visiteur avait des clés ou avait été laissé entrer par le propriétaire lui-même. En examinant la biographie de Mike, les enquêteurs ont découvert que c'était une personne pacifique, sans conflit, ni ennemi. Une attention particulière a été portée à sa compagne, Jennifer Morris, 33 ans. Les voisins la décrivaient comme la fiancée de l'homme d'affaires plus âgé. Mais après l'incident,
elle sembla s'être volatilisée, ce qui souleva de nombreuses questions chez les autorités. Les gens de son entourage décrivaient Jennifer comme une personnalité réservée, réticente à révéler des détails de sa vie. Seule sa relation difficile avec sa mère était connue. Dans de rares moments d'ouverture, elle parlait de son enfance difficile dans la maison familiale, où elle avait subi le comportement inapproprié de 2 amis de sa mère. La mère n'avait pas cru sa fille, ce qui avait conduit à un profond traumatisme émotionnel. La situation devint intenable. Jennifer quitta l'école et son foyer, décrivant cette période comme une phase de profonde dépression. Livrée à elle-même, elle trouva sa vocation dans la réparation de motos. La passion pour les 2 roues devint une obsession. Elle s'acheta une moto sportive et partageait souvent sur les réseaux sociaux des histoires de virées nocturnes à grande vitesse. L'apparence frappante de Jennifer était complétée par des tatouages distinctifs, des inscriptions sur la poitrine, l'image d'un revolver sur le biceps et un squelette souriant sur le bras. À 20 ans, elle devint mère, mais le père de l'enfant disparut rapidement de sa vie. Pour nourrir son enfant, elle combinait son travail de mécanicienne avec des performances au club Prestige en Pennsylvanie. C'est là qu'elle rencontra en 2012 Mike McNew, 59 ans, un client régulier de l'établissement. Après une conversation décontractée, il l'invita à dîner. Jennifer accepta, mais posa une condition: le paiement de ses dettes d'électricité de $1 200. Ainsi commencèrent leurs rencontres régulières dans des restaurants chers et des clubs à la mode. Mike était généreux en cadeaux. Bijoux, une moto, une voiture, des voyages. Jennifer l'appelait « papa » et il était flatté par l'attention de sa séduisante accompagnatrice. Le destin avait ses propres plans pour Jennifer. En Mike, elle vit une opportunité de changer sa vie. Ils partageaient beaucoup de choses, y compris le sentiment d'être des marginaux dans la société. Dans l'homme d'affaires fortuné, elle trouva non seulement un soutien financier, mais aussi de la chaleur émotionnelle. En 2015, ils emménagèrent ensemble. Au début, tout était harmonieux. Mais le temps apporta des changements. Les voisins ont rapporté de sérieux désaccords quelques mois avant l'incident et ont mentionné une violente dispute après laquelle le couple se serait apparemment séparé. Malgré le refroidissement de leur relation, ils continuèrent à vivre sous le même toit. Et maintenant, après l'incident, la soudaine disparition de Jennifer souleva de nombreuses questions. Tels étaient les témoignages des voisins recueillis par les enquêteurs. Jennifer semblait avoir disparu de la surface de la Terre, malgré une recherche intensive. Les enquêteurs décidèrent de parler aux enfants de Mike, qui à ce moment-là essayaient de digérer la nouvelle bouleversante concernant leur père. La famille se réunit immédiatement. Patrick accourut de Pittsburgh, sa sœur et sa mère du Maryland. Dans la maison familiale où ils se rencontrèrent, Patrick partagea avec les enquêteurs son opinion sur la relation de son père. Selon ses mots, il n'a jamais pris au sérieux la liaison avec la danseuse du club, la considérant trop vulgaire et intéressée pour une relation durable. Les proches et amis de l'homme d'affaires ont tenté plusieurs fois de le raisonner et l'ont mis en garde contre les possibles conséquences de cette relation. Leurs inquiétudes ne semblaient pas sans fondement. Un incident significatif s'est produit lors du mariage de Patrick en juin 2016. Le fils ne voulait pas que Jennifer soit présente à la célébration. Mike, ne voulant pas laisser sa compagne seule, n'est simplement pas venu à la cérémonie. Malgré le mécontentement de la famille, l'homme poursuivit la relation avec sa jeune élue. Il l'a même désignée comme bénéficiaire de police d'assurance d'un montant considérable, environ $250 000. À ce moment-là, son penchant pour les substances interdites et ses possibles liaisons étaient déjà connus. La relation avec Jennifer eut un impact significatif sur les rapports entre père et fils. Beaucoup soupçonnaient
qu'elle semait délibérément la discorde pour obtenir le contrôle exclusif des finances de son riche compagnon. En 2017, la situation s'intensifia. Jennifer commença à prendre ses distances. Elle pouvait disparaître sans prévenir et rentrer tard dans la nuit, sans donner d'explication. Son intérêt pour la relation diminua nettement. Durant cette période, elle eut plus souvent recours à des substances interdites, ce qui conduisit à de graves problèmes de santé, et fut arrêtée 2 fois pour possession. De plus, elle causa un incident avec un cycliste qu'elle avait coupé dans la rue. Mike continua à soutenir sa petite amie et paya les amendes et les frais de justice pour 2 procédures, environ 4 000 $ par mois. Peu avant l'incident, selon les enfants, Mike partagea ses plans de mettre fin à la relation avec Jennifer et d'annuler le mariage prévu. Pour elle, cela signifiait tout perdre. Elle aurait dû payer elle-même les frais de justice, aurait perdu la luxueuse maison et le style de vie auquel elle était habituée, que son riche compagnon lui permettait. Patrick et Cathy, les enfants de Mike, n'avaient aucun doute sur les motifs de l'incident. Il ne s'agissait que d'argent. Selon eux, Jennifer n'a pas pu contrôler ses émotions quand elle a compris qu'elle pourrait perdre son style de vie habituel. L'examen médical a établi le cadre temporel de l'incident. Il s'est produit entre 24 et 48 heures avant que les employés ne trouvent Mike dans son bureau. Les spécialistes ont déterminé que l'incident s'est produit à bout portant. L'enquête a montré que le projectile s'est divisé en 2 parties à l'impact. Une partie a touché une zone vitale, ce qui a conduit à des conséquences immédiates. Les autorités ont concentré tous leurs efforts sur la recherche de la principale suspecte, Jennifer Morrissey. À ce moment-là, elle était sous surveillance pour une infraction routière. La police attendait sa visite pour l'enregistrement obligatoire auprès de l'agent de probation. Le calcul s'est avéré juste. Le 10 août, 4 jours après l'incident, Jennifer était venue au poste pour payer des frais et s'enregistrer. Elle a mentionné aux fonctionnaires qu'elle avait vu les nouvelles concernant l'incident de Mike et qu'elle était bouleversée. L'officier de garde a immédiatement informé les enquêteurs. La situation semblait étrange. L'information sur l'incident est apparue presque immédiatement dans les médias et les réseaux sociaux. Pourquoi Jennifer a-t-elle attendu 4 jours ? Les enquêteurs ont fixé une rencontre avec elle pour le lendemain. Ils n'ont pas révélé leurs soupçons et ont seulement dit qu'ils devaient poser quelques questions sur Mike. En même temps, ils ont demandé l'autorisation de vérifier ses communications. Mais Jennifer, apparemment suspicieuse, ne s'est pas présentée à la réunion. Elle a disparu à nouveau pendant plusieurs jours. Un tel comportement ne correspondait pas au profil d'une personne ayant subi une perte et voulant aider à l'enquête. Selon l'expérience des enquêteurs, c'est ainsi qu'agissent les personnes qui ont besoin de temps. Normalement, les gens dans ces moments-là préparent des excuses ou essaient de disparaître. Pour Jennifer, c'était risqué. Elle était obligée de se présenter régulièrement à la police. Manquer les enregistrements lui aurait automatiquement causé des difficultés supplémentaires. Une arrestation n'était pas encore possible. Il manquait des preuves solides. Pendant que les enquêteurs attendaient l'apparition de Jennifer, ils continuaient à recueillir des informations. Ils ont parlé à un ami proche de Mike. Celui-ci a rapporté un récent appel de McNews où Mike partageait ses inquiétudes. Il avait découvert l'identité du compagnon de Jennifer, un homme surnommé l'impitoyable. Selon les mots de Mike, ce personnage donnait lieu à de sérieuses inquiétudes. La situation est devenue risquée et il prévoyait de mettre fin à la relation avec sa fiancée pour assurer sa propre sécurité. Derrière le pseudonyme se cachait Charles Kula, une figure connue du milieu avec un long historique carcéral. Son dossier contenait de nombreux délits graves, particulièrement en lien avec des substances interdites. Sa dernière peine s'est terminée peu avant l'incident avec Mike. Après la libération de Charles,
Jennifer a immédiatement emménagé avec lui, bien que beaucoup de ses affaires soient restées dans la maison de l'homme d'affaires. Elle venait régulièrement les chercher, et Mike a menacé de les entreposer pour mettre fin à ses visites. Selon l'ami de Mike, la relation de la femme avec une autre personne l'inquiétait, bien qu'il ne voulût pas lui-même avoir de conflit avec certains cercles sociaux. Mike décida simplement de mettre fin à la relation. À cette époque, Jennifer et Charles avaient déjà rendu public leur projet de mariage sur les réseaux sociaux. Que pouvait offrir un simple employé d'une entreprise pharmaceutique comparé à un homme d'affaires influent? Jennifer était attirée par un environnement particulier depuis sa jeunesse. Elle avait grandi parmi des personnes complexes. Charles Coula, son nouveau choix, était une personnalité connue dans ses cercles. Au cours de sa carrière, il s'était forgé une certaine réputation. Son caractère dominant et sa détermination semblaient attirer la danseuse. Les autorités judiciaires ont reconnu que l'enquête était entrée dans une nouvelle phase. Il y avait un suspect principal, une personne capable d'actions graves contre un homme plus âgé. Un soupçon est apparu que le nouveau compagnon de Jennifer était venu avec elle chez l'ex-partenaire, qu'une dispute avait éclaté ou qu'il prévoyait de prendre quelque chose, mais la présence de Mike les dérangeait. C'est justement à ce moment que Jennifer a manqué une réunion obligatoire avec l'agent de probation, ce qui a fourni un motif pour son arrestation. Le 25 août 2017, la police est arrivée à l'atelier de motos où travaillait Jennifer. Elle a été arrêtée pour violation des conditions de sa liberté conditionnelle, ce qui a permis aux enquêteurs de vérifier une possible implication dans l'incident avec le fournisseur de médicaments. Plus tard, une codétenue qui coopérait avec la police a rapporté le comportement étrange de Jennifer et sa confession concernant des actions intentionnelles contre Mike. Lors de l'interrogatoire, les enquêteurs ont partagé leurs soupçons, mais elle a refusé de faire une déclaration et a contacté un avocat. La femme savait évidemment quelque chose, mais l'information n'était pas facile à obtenir. À ce moment-là, l'autorisation de vérifier les moyens de communication des participants potentiels est arrivée. Dans l'échange de messages entre Jennifer et Mike, un dialogue inquiétant a été trouvé. L'homme a écrit à son ex-partenaire que tout invité non désiré dans sa maison devrait s'attendre à des conséquences. Apparemment, il avait de sérieuses inquiétudes pour sa sécurité. Après ce message, la communication s'est interrompue. Le signal du téléphone de Jennifer a été localisé près de la maison de Mike pendant l'échange de messages. La connexion s'est interrompue à 21h45. Cela confirmait sa présence à proximité à un moment important. Ensuite, selon les données, Jennifer a conduit environ 20 km au sud jusqu'à la caravane de Charles. Elle est arrivée sur place vers 23h, après quoi elle n'a plus bougé. L'activité du téléphone de Mike est apparue plus intéressante. Jusqu'à 1h du matin, il était dans la maison, puis s'est déplacé vers la rivière. À 1h30, le signal a disparu. Probablement l'appareil est tombé dans l'eau. La question s'est posée. Qui a apporté le téléphone là-bas si Jennifer était déjà partie? Un expert en électronique a découvert que son téléphone s'était connecté au Wi-Fi domestique de Mike le 6 août 2007 vers 21h45. Étant donné la portée limitée du routeur, elle devait définitivement avoir été dans la maison. Au cours de l'enquête ultérieure, les autorités ont trouvé un téléphone portable supplémentaire appartenant à Mike. L'appareil était protégé par mot de passe et il y avait un risque de perte de données en cas de saisie d'une mauvaise combinaison. Heureusement, une liste de mots de passe utilisés par Jennifer a été trouvée sur l'ordinateur de Mike. Grâce à cette découverte, les spécialistes ont pu accéder à l'appareil, ce qui a conduit à d'importantes révélations. Il s'est avéré que Mike avait communiqué intensément avec Jennifer juste avant l'incident. Malgré les tentatives d'effacer la correspondance, les experts ont pu récupérer les messages. Le contenu des dialogues s'est révélé tendu. Mike avait l'intention de contacter le FBI avec des informations qui auraient pu conduire à une longue peine de prison pour Charles.
Naturellement, ce tournant des événements n'a pas plu à ce dernier. Les enquêteurs ont soupçonné que c'était précisément le déclencheur des événements ultérieurs. En vérifiant le téléphone de Charles Kuhl lui-même, il s'est avéré qu'il avait réagi assez calmement, tandis que Jennifer montrait une nette inquiétude. Dans les messages suivants, Mike a proposé un compromis. Il était prêt à renoncer à contacter le FBI si Jennifer revenait vers lui et mettait fin à sa relation avec Charles. Le dernier message de Mike était une déclaration d'amour qui était restée sans réponse. L'enquête ultérieure sur les réseaux sociaux de Jennifer a révélé des détails intéressants. Le lendemain de l'incident, elle a commencé à diffuser activement des informations contradictoires parmi ses connaissances. À certains, elle a parlé d'un comportement agressif envers un homme d'affaires âgé, à d'autres de la décision indépendante de Mike, et à d'autres encore, elle a assuré qu'elle avait coupé tout contact avec lui depuis longtemps et ne savait rien. Les enquêteurs ont interprété cela comme une tentative de créer un chaos informationnel. L'implication du couple dans l'incident est devenue évidente et leur déclaration était nécessaire. Lors de la conversation avec les enquêteurs, Charles a étonnamment partagé sa version des événements. Selon ses dires, il n'avait rien à voir avec l'incident. Tout s'est produit par la faute de Jennifer. Ce soir-là, elle est revenue agitée et a raconté que Mike l'avait confrontée avec une arme à feu après une conversation désagréable. En essayant de le désarmer, la tragédie s'est produite. Effrayée, elle a quitté les lieux. Plus tard, Jennifer a demandé à Charles de la ramener chez Mike. Elle voulait vérifier son état et éventuellement lui porter assistance. Charles, ne voulant pas être impliqué, a demandé à son ami Jerry, qui vivait à proximité dans une caravane avec sa mère, d'accompagner Jennifer. Pendant l'enquête, Jerry a commencé à coopérer avec les autorités et a révélé des détails importants sur cette soirée. Il a confirmé avoir conduit Jennifer à la maison près de la rivière, bien qu'il n'ait pas compris initialement le véritable but du voyage. Cependant, quand ils sont arrivés sur place, tout est devenu clair. Jerry a remarqué des incohérences dans les déclarations de Jennifer concernant une prétendue altercation physique. La situation dans la maison racontait une toute autre histoire. Selon son témoignage, le propriétaire de la maison était simplement assis dans son fauteuil. À leur arrivée, Jennifer n'a même pas essayé de vérifier son état ou d'offrir de l'aide. Au lieu de cela, elle s'est mise à chercher des objets de valeur. Elle a pris la montre au poignet de son ex-partenaire, a emporté l'ordinateur portable et a jeté son téléphone dans la rivière. Ensuite, Jerry l'a conduite à la caravane de Charles. L'enquête a révélé des traces d'ADN de Jennifer sur les poches des vêtements de son ex-partenaire qu'elle avait fouillés. Charles, son partenaire actuel, avait un alibi en béton. Peu avant l'incident, il avait eu un grave accident de la route. À ce moment-là, il se déplaçait en fauteuil roulant, pouvait à peine marcher et était physiquement incapable d'être impliqué dans l'incident. Il a également souligné qu'il était en liberté conditionnelle et comprenait très bien que tout problème juridique était absolument tabou pour lui. Les enquêteurs ont trouvé ces arguments convaincants et ont confirmé qu'au moment indiqué, il se remettait effectivement de l'accident. Le 29 septembre 2017, Jennifer Morris a comparu devant le tribunal pour action préméditée, enrichissement matériel et dissimulation de preuves. Le procès a été fixé au 24 janvier 2019. L'accusation a lié son acte à une série d'événements antérieurs. Le motif principal était que son riche partenaire avait refusé de continuer à financer son style de vie dispendieux et avait mis fin à la relation. La goutte d'eau a été son intention de contacter le FBI. De plus, Jennifer espérait obtenir un avantage considérable. Elle réclamait une prestation d'assurance d'environ $1 demi-million. Tous ces faits ont été étayés par de nombreuses preuves matérielles.
L'enquête a rassemblé un volume impressionnant de matériel, de nombreux enregistrements de conversations, des rapports d'experts et des témoignages. Cependant, la figure clé de l'affaire fut Jerry, une connaissance du nouveau petit ami de Jennifer. Son témoignage dans la salle d'audience s'est avéré décisif. Jerry a rapporté comment l'accusé est retourné sur la scène du crime et a tenté d'éliminer des preuves. Pour sa coopération dans l'enquête, il a été exempté de responsabilité. La même décision a été prise pour son petit ami Charles qui, malgré la dissimulation de preuves et la destruction d'un objet important, a accepté de témoigner contre sa compagne. Au procès ont également témoigné ceux qui étaient avec Jennifer en détention provisoire. Cependant, la défense a insisté sur le caractère pacifique de l'accusé et a souligné l'absence de tendances agressives. Pour le confirmer, Jennifer a décidé de faire un discours. Dans son récit, elle a décrit comment elle s'est rendue chez Mike pour récupérer des objets personnels. Selon ses dires, il l'a reçue agressivement. Un objet à la main, l'a insulté et lui a refusé l'entrée. Une bagarre s'est développée pour le contrôle de l'objet en question, pendant laquelle le malheur s'est produit. Jennifer a affirmé s'être défendue car elle craignait pour sa sécurité. Cependant, sa version contredisait les faits. Mike a été trouvé assis dans le fauteuil, pas à l'entrée. Les experts ont présenté des preuves de la préméditation des actes. Les experts ont établi que la distance entre l'objet et la personne était d'environ 3 cm. Le 1er février 2019, le jury s'est retiré pour délibérer. Le tribunal a reconnu Jennifer coupable de tous les chefs d'accusation. Crimes graves, vol et falsification de preuves. Elle a reçu la peine maximale sans possibilité de libération anticipée. Tout au long du procès, elle n'a montré aucun remords. Le procès a été particulièrement difficile pour le fils de Mike. Il a dit plusieurs fois qu'il ne pouvait pas pardonner à l'accusé d'avoir détruit leur famille. Son enfant est resté sans grand-père et lui-même sans père. Ses dernières conversations avec son père étaient assombries par des conflits et cette situation ne peut plus être corrigée.